aujourd'hui. Donc, chers membres d'ICOM et chers collègues professionnels des musées, merci. Merci d'être là. C'est donc notre 7e séance que nous organisons, vous le savez sans doute, tous les 15 jours, dans le but de vous accompagner pendant cette période si singulière de réouverture des musées après une fermeture longue pendant la période de confinement du Covid. Maintenant, les réouvertures, on le sait, sont bien engagées. De nombreuses institutions ont réouvert encore cette semaine, ou en tout cas la première semaine du mois d'août. On annonce chaque jour de nouvelles réouvertures. Le rythme semble s'accélérer. J'espère que les informations qui ne sont pas très rassurantes que nous avons sur la circulation du virus ne vont pas entraîner, ne vont pas freiner ce mouvement qui nous permet quand même d'accueillir de nouveau le public dans des conditions un peu différentes, mais dans des conditions qui sont quand même satisfaisantes, je crois, de la vie du public et de la vie des musées. En tout cas, nous pouvons faire le constat ensemble que la crainte que beaucoup d'établissements ne puissent pas rouvrir, trop affectés par la perte de recettes ou par des problèmes d'organisation, cette crainte semble chez nous être contenue du fait sans doute du caractère public d'une très grande partie de nos musées. Je dis ça parce que chez nous, les musées la culture est un bien public et les musées sont organisés bien souvent comme des institutions publiques. Ce n'est pas le cas partout, vous le savez, comme nous sommes tous membres d'une grande organisation internationale, ça mérite d'être rappelé, je le dis à chaque fois, qu'à ICOM, on estime qu'au moins 13% des musées du monde ne rouvriront pas à la suite de cette fermeture brutale du fait du Covid, et que l'association américaine des musées, pour donner un exemple, a des statistiques bien plus pessimistes encore. Je n'ose même pas les citer parce que je n'en suis pas sûre, mais c'est plusieurs dizaines de pourcents de musées dont on peut craindre qu'ils ne rouvrent pas et qu'ils licencient de fait beaucoup de leur personnel. Ici, heureusement, nos portes s'ouvrent même, et le travail des professionnels dans les musées reprend largement son rythme, même si la pratique du télétravail perdure pour beaucoup d'entre vous. C'est un sujet, cette question du télétravail, qui méritera certainement une séance dédiée. Elle n'est pas encore programmée, vous connaissez notre programme, on a 3 séances programmées et probablement on en fera d'autres après le 22 septembre, 23 septembre, date de la dernière séance. Cette question de la réorganisation du travail, du changement de l'organisation du travail dans les musées, c'est un sujet dont nous avons pris la mesure, dont vous avez pris la mesure et qu'il va falloir naturellement qu'on aborde frontalement, nous, ICOM France et tous les musées dans le monde. Aujourd'hui, notre séance est consacrée à la conservation, la restauration, la sécurité des œuvres, la veille sanitaire. Question qu'on vous pose, où en êtes-vous? Donc on va aborder vite ce sujet, mais je ne peux pas vous saluer et introduire cette séance sans avoir deux éléments à vous donner supplémentaires. La première, c'est que cette séance est la première qui intervient après l'Assemblée générale de notre organisation internationale, Assemblée générale qui a eu lieu le 24 juillet dernier. Je ne vais pas m'étendre sur cette Assemblée générale. Vous avez pu voir peut-être sur le site d'ICOM, et sinon vous pourrez le voir après notre séance, l'éditorial que j'ai consacré au compte-rendu de cette Assemblée générale. Un mot pour vous dire que cet AG s'est aussi tenu sur Zoom. Décidément, c'est un outil qui est devenu un outil que nous utilisons constamment. C'est la première dans l'histoire d'ICOM International. C'est le reflet de ce changement d'organisation du travail que j'évoquais tout à l'heure. Nous aurons bien sûr à en parler. Le point positif de cette Assemblée générale d'ICOM sur Zoom, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de participants que dans une Assemblée générale habituelle, physique, comme ça se tient généralement en juin à Paris, à l'UNESCO. Il y a eu plusieurs milliers de connexions de tous les ICOM nationaux et internationaux de par le monde.
monde, mais la brièveté du temps de parole et de débat, 3h30, alors qu'une assemblée générale dure généralement 3 jours et demi physique, c'est un raccourcissement du temps d'expression des membres, et ça a laissé certains d'entre nous sur leur faim, naturellement. Par rapport à la question que nous abordons aujourd'hui sur la sécurité des œuvres, sur la veille sanitaire, le plus frustrant, évidemment, c'est qu'on n'a pas pu déboucher sur ces sujets de fond dans une assemblée générale aussi brève, alors que, mais c'est une bonne nouvelle que je vous annonce, les budgets que consacrera l'ICOM international aux projets, entre guillemets, et notamment aux projets concentrés sur le soutien aux musées et au domaine des musées les plus touchés par le Covid, sera un débat de la rentrée, et ces budgets qui sont attribués par un comité spécialisé seront largement, je pense, je l'espère, largement abondés. L'autre point, à la date d'aujourd'hui, qu'on ne peut malheureusement pas aborder, c'est qu'on ouvre après l'accident terrible, l'accident industriel terrible de Beyrouth, qui a touché tant de gens et qui a touché aussi les collections de certains musées de Beyrouth, le musée d'art moderne sur Soc, où 20 œuvres au moins ont été endommagées, certaines sont considérées comme totalement irrécupérables, le musée d'archéologie de l'Université américaine de Beyrouth, de nombreuses galeries d'art ont été également extrêmement endommagées, et ouvrir aujourd'hui, ça nous oblige à avoir bien sûr une pensée très émue à l'égard de nos collègues. On mesure combien l'intégrité du patrimoine, vous allez sûrement l'aborder tout à l'heure, est tributaire de décisions politiques. ICOM international, avec plusieurs autres organisations, avec ICOMOS, avec l'UNESCO, avec l'ELIF, a déjà mis en place des mesures spécifiques et des recommandations à l'égard des États pour que ils apportent leur soutien au patrimoine libanais. Nous sommes à ICOM France en lien avec Bouclier Bleu, on va peut-être en parler tout à l'heure, et bien sûr avec nos homologues qui nous sont très chers et qu'on connaît très bien d'ICOM Liban. Vous suivrez tout cela sur notre site dans les jours qui viennent. Revenons sur notre territoire. Aujourd'hui, nous allons aborder concrètement les problèmes spécifiques qui sont posés en matière de sécurité des collections pendant la fermeture des musées. Nous avons déjà publié sur le site d'ICOM France un article très documenté de la FCCR. Nathalie Bruer pourra vous en parler. Avec nous aujourd'hui, pour lancer le débat, je recite les invités Florence Bertin, Nathalie Bruer, Éléonore Kissel, Florence Lecornet, malheureusement pas là, et Ariane Segelstin. Je vous remercie très chaleureusement tous et toutes, vous n'êtes que des femmes, parce que nous avions prévu que Frédéric Ladonne soit parmi nous, mais Frédéric est à l'étranger et malheureusement ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, il est dans la possibilité de le faire. Commençons sans plus tarder, vous connaissez un peu la règle du jeu. Nous avons aujourd'hui 4 intervenants préliminaires qui vont s'adresser à vous, apporter un témoignage pendant 5, 6, 7 minutes, je vous fais confiance pour avoir un temps de parole dense, un peu plus long si vous le trouvez utile. Et puis ensuite, la parole est à vous pour prendre la parole. Je le répète pour on est maintenant 65, merci à vous tous. Je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu la première minute, pour prendre la parole, soit vous me faites un petit signe, je vous regarde sur mon écran, soit vous cliquez sur votre ordinateur dans la zone conversée ou dans la zone chat, je crois que c'est ça les deux zones, et a priori je vois, sauf si vous envoyez des messages privés, je les vois, et si vous envoyez un message privé, il m'arrivera par le biais de notre collègue à Paris, Tiffany Crabot. Pour commencer, si vous le voulez bien, chère Éléonore, je vous passe en premier la parole. Éléonore Kissel, vous êtes responsable de la conservation-restauration du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous êtes aussi une membre de la FFCR. Ce n'est pas à ce titre-là que vous intervenez. Je vous laisse la parole. Je coupe mon micro pendant le temps où nous vous écoutons. Merci d'être la première à prendre.
Merci beaucoup Juliette. Si toutefois vous ne m'entendez pas, faites de grands signes et je monterai le son. Alors évidemment, avant d'évoquer la réouverture, je souhaitais décrire sommairement ce qui avait pu être fait durant la période du confinement en termes de conservation matérielle. Au musée du Quai Branly, la période de fermeture a été de 3 mois, pratiquement jour pour jour, puisqu'on a fermé le 14 mars au soir et qu'on a réouvert le 9 juin au matin. Donc, durant la période de confinement, deux grands axes ont été mis en œuvre pour préserver les collections. Un premier qui était très concret, qui était la mise en place de tours de surveillance. Et ce, dès la première semaine, le premier tour de surveillance a eu lieu le 18 mars. Et c'était des examens physiques de l'état matériel des collections qui étaient effectués par un binôme restaurateur-régisseur dans l'ensemble des espaces du musée. Donc, la totalité des réserves et la totalité des espaces d'exposition permanents ou temporaires. Et ces tours de surveillance, on a eu beaucoup de chance d'être soutenus par la direction générale pour les mettre en place, malgré le confinement, c'est-à-dire qu'il a été considéré par la direction du musée que les collections ne se conservaient pas toutes seules et qu'il était important de nous soutenir dans cette démarche d'examen physique qui avait lieu tous les 5 jours. Ce qui veut dire très concrètement qu'une semaine sur deux, on venait le lundi et le vendredi, et la semaine suivante, on venait le mercredi. Voilà, à deux, avec toutes les précautions sanitaires requises. Et ces tours de surveillance ont permis la prise en charge immédiate ou différée de l'ensemble des aléas ou des anomalies qui ont été détectées. Prise en charge immédiate, par exemple, des infestations biologiques. Il y a des objets qu'on a pu mettre en quarantaine. Il y en a d'autres pour lesquels on a appliqué un traitement curatif immédiat. Il y en a d'autres encore pour lesquels on se contentait d'une surveillance tous les 5 jours, d'une surveillance accrue. Prise en charge immédiate aussi d'un sinistre. On a eu une tête de sprinkler qui s'est mise à faire douche et on a pu prendre en charge ça immédiatement, limitant ainsi des risques considérables et surtout des conséquences qui auraient pu être tout à fait problématiques si on avait détecté ce genre d'incident plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard. Prise en charge plus tard, après le déconfinement, pour par exemple des objets qui avaient légèrement glissé de leur socle. Ça arrive dans les meilleures maisons, y compris en l'absence de public. Le trafic routier continue, le bâtiment bouge et il arrive que les objets se décalent un petit peu. Et ça, ce sont des choses qu'on a pu prendre en charge à partir du mois de juin. Un deuxième axe, qui est peut-être moins connu ou moins évident, mais qui était néanmoins absolument fondamental pour assurer la préservation des collections, c'est le travail administratif et juridique que le pôle conservation-restauration et de manière plus générale le département du patrimoine et des collections a mené en lien avec très étroit avec la direction générale du musée et le service juridique de plusieurs manières. D'une part, le paiement rapide des factures en cours produites par les restaurateurs. Un deuxième axe était celui de mettre en place des avenants avec le service juridique pour l'ensemble des marchés. Ça a été proposé à tous les prestataires de services en conservation-restauration et dans les disciplines annexes comme le soclage ou l'encadrement ou des pratiques de conservation préventive. Dans les marchés du musée du Quai Branly, on peut obtenir 5% d'avance sur un bon d'achat qui est supérieur à 50 000 €. Et nous, on a fait passer, sur suggestion du directeur général délégué par intérim, une avance de 50% sur tout bon d'achat supérieur à 2 000 €, ce qui permettait aux prestataires qui le souhaitaient d'avoir un peu de trésorerie pour tenir les semaines de confinement dont à l'époque on ignorait combien de temps ils allaient durer. On a aussi continué à travailler sur les marchés. Il y a eu 4 marchés de conservation, restauration et de reliure qui sont passés pendant cette période de confinement, de manière à travailler en temps masqué et qu'on ne retrouve pas la réouverture des marchés qui n'étaient pas encore enclenchés et des mois de délai ou en tout cas des semaines de délai avant qu'on puisse faire repartir les opérations. Et puis une préparation très concrète de la réouverture avec ma collègue Stéphanie Elarbi qui a commandé des centaines de masques, de visières, des paravents de manière à faire des zones de travail dans l'atelier de conservation-restauration qui permettent dans les faits d'accueillir les prestataires le plus tôt possible dès le déconfinement. Alors, ça n'a pas été tout à fait possible au 2 juin, mais ça a été possible, ça n'a pas été possible tout à fait au 11 mai, mais ça a été possible à partir du 2 juin, c'est-à-dire à peine 3 semaines après le déconfinement.
Maintenant, je vais passer au présent. Ce que l'on fait, c'est que l'on accueille les restaurateurs, mais aussi les techniciens de préservation, les socleurs, les encadreurs, avec une gestion des calendriers qui soit la plus respectueuse possible. C'est difficile. Les prestataires ont des gardes d'enfants. On est dans une période de vacances. Les prestataires ont également des missions en cours. Et à l'autre extrémité du spectre, le musée a des délais pour des prêts, des délais pour des expositions, et les prestataires n'ont pas la capacité d'ubiquité. Ils ne peuvent pas se dédoubler. Tout le monde leur demande de tout faire en même temps. Et donc, c'est une organisation que l'on espère aussi délicate et respectueuse que possible des prestataires, sans pour autant mettre en péril les opérations du musée. Alors, on a pris le choix vraiment dans une perspective de relance économique, non seulement d'accueillir les restaurateurs et les prestataires en conservation matérielle de manière générale le plus tôt possible, mais aussi de maintenir des missions tout de suite, bien que des prêts soient reportés parfois de 3 mois ou de 6 mois, de manière à ne pas avoir trop de bousculades de calendrier, mais aussi d'offrir une opportunité de travail pour les prestataires. Et puis, s'il faut parler maintenant du futur, il va y avoir un certain nombre d'axes sur lesquels on va travailler. D'abord, un axe auquel peut-être on ne pense pas de manière immédiate, mais qui est celui de la formation. Les restaurateurs des écoles, et il en va de même pour les socleurs ou pour les personnes qui sont en cours de formation en conservation préventive, les encadreurs, les techniciens, n'ont pas eu leur stage. Et dans certains cas, par exemple dans le domaine de la recherche pour les analyses, n'ont pas pu faire leur terrain. Et donc, on a plus de demandes que d'habitude et il va falloir là aussi que l'on obtienne de notre direction l'autorisation d'accueillir un plus grand nombre de stagiaires que d'ordinaire et de gérer toute la logistique qui va avec, ne serait-ce que pour l'accès au microscope électronique à balayage ou pour les sorties d'objets qui vont servir de sujet d'étude et de travail et d'exploration pour les stagiaires. Et puis le futur, enfin, ce sont les budgets. Je ne vais pas, je pense, trop déflorer le sujet en vous disant que la grande inquiétude dans ce pays où 85% des restaurateurs diplômés sont travailleurs indépendants, c'est le maintien des budgets pour 2021. Et donc, notre stratégie, c'est déjà d'essayer de les maintenir d'une part, et d'autre part, de répondre présent à la fois pour des projets de prêt et d'exposition, mais aussi de faire remonter à la surface des projets de fond du travail vraiment de préservation. On a plusieurs corpus sur lesquels on sait qu'on a des altérations potentiellement en cours ou bien des cycles de peinture ou d'objets que l'on souhaiterait restaurer. Et en temps normal, le temps manque parce que les activités temporaires prennent l'essentiel du temps de travail disponible des prestataires. Et là, on va recentrer certaines opérations sur des opérations de conservation des collections permanentes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous présenter. Je vais passer la parole à mes collègues, que je salue en passant. Un grand merci, Eleonore, pour ce témoignage à la fois très, très structuré et très complet. Vous donnez le sentiment qu'au musée du Quai Branly, on a mis vraiment la mécanique en route pour protéger et préserver les collections. Je suppose qu'un certain nombre de nos collègues qui vous entendent vont réagir en prenant un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre d'exemples de ce que vous donnez, en souhaitant que tout cela soit fait également chez eux. Il y a un point que vous avez abordé, on en reparlera tout à l'heure, on va relancer le débat, je vais tout de suite passer la parole à la deuxième intervenante, mais il y a un point qu'on abordera un petit peu aujourd'hui, mais qui fera l'objet d'un zoom à part entière dans quelques semaines. Je crois que c'est le premier du mois de septembre, celui du 9 septembre, qui portera sur la question des métiers précaires. Vous avez beaucoup parlé de la problématique des restaurateurs à l'instant, et nous consacrerons aux métiers précaires un zoom complet, mais on en parlera peut-être encore aujourd'hui dans notre tour de table naturellement. Merci. Pardon.
malmène mon micro. On vous posera des questions naturellement tout à l'heure. Je vais passer la parole en deuxième intervenante à Ariane. Ariane Segelsa, vous êtes conservatrice, restauratrice. Vous êtes membre de Bouclier Bleu France, Bouclier Bleu avec lequel ICOM France a des relations particulièrement amicales en tout cas, et nous arrive bien souvent de faire des séances de travail et des séances de réflexion ensemble. Nous sommes approchés mutuellement sur la question du soutien que vous pouvez apporter à nos homologues libanais par les temps qui courent. Chère Ariane, je vous passe la parole pour que vous nous apportez votre témoignage. Bien, merci d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Ouais, vous m'entendez pas assez fort, donc je me rapproche. D'accord. Donc merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc juste pour me présenter, je suis restauratrice et consultante en conservation préventive à mon compte. Et il se trouve que j'ai été élue déléguée de la section Île-de-France juste avant le confinement. Et que ça a été donc l'occasion de mettre en place un groupe de travail qui, après une consultation collégiale, a décidé de travailler sur la question de la veille en situation de confinement parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de document qui était spécialement dédié à cette question. Donc, il y a pas mal de références qui sont faites à la veille dans des documents qui parlent de choses plus globales ou qui préparent au confinement, mais le sujet de la veille n'avait jamais été vraiment développé de façon spécifique. Donc, ce sont 12 professionnels et ça a été une expérience vraiment enrichissante parce qu'il y avait des étudiants, des professionnels chevronnés, à la fois des archivistes, des restaurateurs, des personnes qui travaillaient dans des domaines différents, ce qui fait qu'on a vraiment assemblé des visions tout à fait différentes de la question de la conservation et de la veille en particulier. Donc, on a produit un document qui sera, nous l'espérons, publié en septembre sur le site du Bouclier Bleu France et qui va être traduit par des personnes du groupe de travail justement qui sont multilingues, donc en anglais, en espagnol et en italien. Et ce document fait environ 25 pages et il décrit 3 types de veille qui sont la veille sanitaire et ce qu'on a appelé la veille de la sécurité et la veille de la sûreté. Donc pour vous décrire un petit peu le contenu de ce document, il y aura des informations sur la préparation du confinement à travers les actions à mettre en place et à ce en quoi elles consistent, donc les questions à se poser aussi, les questions qui concernent l'organisation de la veille et des outils pour la réaliser et argumenter à son sujet. Il y aura une bibliographie commentée et puis nous avons introduit au fil de la lecture des cartouches avec des astuces ou des idées qui animent un petit peu la lecture de ce travail. Donc il y a à la fois une partie texte et puis une partie tableau qui permet d'une part de voir quelles sont les questions à se poser quand on se retrouve au moment de prendre la décision de faire une veille et les actions qui en découlent. Donc l'idée c'est de se demander qui, quoi, quand et comment. Et puis donc on a fait en deuxième un autre tableau qui était donc pour chaque problème qui peut être rencontré en situation de confinement et trouvé lors de la veille, quels sont les risques en fait qu'on peut rencontrer, quelles sont les évolutions probables, les risques pour les collections, les actions qui sont recommandées et pourquoi ces actions sont recommandées. On a essayé de faire un document qui soit pédagogique et qui permette à tous à la fois que ce soit à la fois un outil de décision pour les personnes qui se trouveraient un petit peu débordées par la question de la mise en place de la veille, mais aussi un argumentaire qui permette dans la mesure où des personnes peuvent être moins formées que d'autres aux questions de risques auxquelles on est confronté, de pouvoir argumenter en leur expliquant en quoi la question est absolument cruciale.
Voilà, donc ensuite, donc on a cette bibliographie commentée qui est aussi sous forme de tableau avec des liens qui sont, enfin toutes les sources sont accessibles sur Internet, donc les liens sont donnés. Donc au niveau par exemple de l'organisation de la veille, on propose des documents, enfin on pose la question des documents, pardon. Donc quels documents, où les trouver? Donc il s'agit des feuilles d'émargement, des plans, des annuaires, des fiches d'inspection. Au niveau du matériel, eh bien, quel matériel on va utiliser et où le trouver également. Donc, qu'il s'agisse des EPI, des lampes, des appareils photo, etc. Ensuite, la ronde elle-même, qui l'a fait et qui fait quoi et quand. Et s'il n'y a pas de ronde possible, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a des stratégies à mettre en place et différents acteurs que l'on peut solliciter à différents niveaux, que ce soit au niveau de professionnels, des laboratoires, de la commune, des départements, etc. Là, on pose la question de la mutualisation des moyens, qu'ils soient humains ou matériels. Et puis après, on rentre dans quelque chose qui est le rôle de chacun. Donc, qui fait quoi? Quel est le rôle d'une personne qui va s'occuper de l'encadrement et quel est le rôle des personnes qui vont faire de l'opérationnel et comment communiquer entre les différents partenaires qui vont mettre en place en fait cette veille. Donc, je pense que j'ai fait à peu près un tour, voilà, on a un tour à peu près global de ce qui est décrit dans ce document. Nous pensons qu'il est assez complet, mais on sera ouvert à toute suggestion de complément. Et aujourd'hui, hier encore, j'ai eu des propositions d'intégration d'une collègue qui fait partie du groupe de travail justement et qui s'est rendu compte qu'il y avait des aspects légaux sur lesquels on n'avait pas donné de précision, notamment par rapport à la surveillance des systèmes d'électricité. Donc voilà, c'est une expérience qui pour nous est extrêmement positive, pour nous toutes, parce que pareil, nous étions, c'était que des filles. Et voilà, j'espère que vous pourrez profiter bientôt de ce document et pouvoir faire de vos retours aussi, nous dire si vous ont apporté si ces fiches ou ce document vous a apporté des informations intéressantes. Merci vivement, Ariane, à la fois des informations que vous nous communiquez qui sont extrêmement importantes. Donc, vous nous annoncez qu'il y a un guide qui va bientôt sortir, qui sera un outil de travail puissant, j'en suis sûre, pour tous les collègues. Avec votre autorisation, j'espère que nous pourrons le mettre sur le site d'ICOM France. On reviendra sur plusieurs aspects que vous avez évoqués, notamment le distinguo sur la veille sanitaire, veille de sécurité, veille de sûreté. Vous nous direz peut-être, si vous le savez, si vos homologues à l'étranger, puisque vous êtes aussi une grosse organisation internationale, si vous travaillez conjointement avec eux, on aura bien l'occasion de reparler aussi des aspects de mutualisation que vous avez évoqués. Continuons, si vous voulez, dans les interventions préliminaires. Alors, dans l'ordre des intervenants, comme on vous l'avait annoncé, Florence Lecor devait intervenir en troisième position. Voilà. Vous l'avez compris, pour des raisons familiales personnelle, mais elle m'a remis un petit texte que je me permets de vous lire rapidement et qui contribuera peut-être également à la discussion. Je ne répondrai pas aux questions à sa place, mais peut-être d'autres que vous rebondiront sur ce qu'elle nous dit. Et puis après avoir témoigné à la place de Florence, je passerai la parole à Florence Berthet et à Nathalie Bruer dans l'ordre avant de lancer le débat entre nous. Donc Florence, qui est au service de santé au musée du service de santé des armées, nous rappelle qu'il conserve des collections relatives à la recherche, l'enseignement et l'exercice de la médecine militaire depuis le début du 19e siècle, des cires anatomiques, des instruments de chirurgie, appareils de soins, mais aussi des sculptures, des peintures, des estampes, des archives et photographies, ainsi qu'une importante collection de mortiers et de majoliques. Il a aussi en charge les objets œuvres d'art qui se trouvent dans l'église et les locaux du Val-de-Grâce à Paris,
dont plusieurs tableaux de Philippe de Champel. Il est enfin propriétaire des collections du musée de l'ancienne école de médecine navale de Rochefort, gérée par le musée national de la marine, qui a été fondé en 1722, et la première école à avoir formé des chirurgiens destinés à soigner les marins à bord des vaisseaux. C'est un service de santé des armées qui est vraiment très intéressant à connaître et qu'on connaît peut-être pas assez bien. Ce service a été créé en 1916, il a développé peu d'activités ces 20 dernières années. Son ministère de tutelle, le ministère des Armées, a souhaité le mettre à nouveau en lumière, notamment grâce au recrutement de personnels de professionnalité, dont 2 conservateurs du patrimoine, dont Florence, qui n'est pas là aujourd'hui. Et depuis 1 an, ce service travaille au récollement des collections, qui n'avait jamais été entrepris auparavant. Il est en train de développer une politique de valorisation et de diffusion. Il a fermé ses portes, bien sûr, lors du confinement, et les rouvrira au public le 2 septembre prochain. Comme beaucoup d'autres musées, il a profité de ce moment particulier pour alimenter et corriger sa base de données des collections à partir d'opérations de récollement entreprises avant le confinement, avant mars 2020. Les travaux préparatoires à l'exposition sur le paludisme, travaux préparatoires qui sont le parcours, le choix des œuvres, la rédaction des cartels, le livret de l'expo, les ateliers pédagogiques, ont été menés à bien et le personnel travaille en totalité sur site depuis le 1er juillet dernier. Pour ce qui concerne plus précisément les questions relatives à notre sujet d'aujourd'hui, donc à la conservation et restauration, Florence nous dit qu'elles peuvent être évoquées sous 2 angles. Pendant le confinement, le régisseur du musée qui a souhaité continuer à travailler sur site a pu mener une veille sanitaire active sur les collections. Donc ça rejoint peut-être une partie des questions posées, des problématiques que posait Éléonore au début de la séance. Et depuis 1 an, donc bien avant le confinement, il y avait une politique active de conservation-restauration mise en œuvre au musée, notamment à travers d'opérations de récollement qui permettent de signaler les œuvres sur lesquelles il sera nécessaire d'intervenir. Ça peut être cette question d'anticipation, ça c'est moi qui parle, sera dans notre débat tout à l'heure. D'ores et déjà, continue Florence, les estampes et dessins sont tous reconditionnés en interne dans des pochettes de conservation en même temps qu'est fait leur récollement. Par ailleurs, un plan de conservation préventive de la collection de photographies, 100 000 items, est en cours. Une étude préalable programmée au début de l'année 2020 a été réalisée par une conservatrice restauratrice dès juillet dernier. Les conclusions de son étude permettront de programmer les opérations de restauration, dépoussiérage, conditionnement, organisation des réserves photographiques, qui nécessiteront de faire appel à des conservateurs restaurateurs, à des techniciens de conservation de collection. Là encore, les professionnels, dit Florence, seront impliqués et des traitements en restauration devront être envisagés ensuite. C'est un témoignage que je trouve vraiment important, donc je me suis permis de vous le lire tel que Florence nous l'avait apporté et bien évidemment, nous pourrons débattre des questions qu'il pose entre nous. Je passe maintenant la parole pour l'intervention qui suit à Florence Bertin. Florence, tu es responsable de la conservation préventive et de la restauration du musée des arts décoratifs et on attend avec beaucoup tu es également une élue du comité international ICOFOM de l'ICOM et on a maintes occasions de travailler ensemble, notamment sur cette question qui n'est pas à l'ordre du jour mais qui est une sorte d'ordre du jour permanent de l'ICOM, qui est la définition du musée. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour une prochaine fois. Mais Florence, ton témoignage est vraiment tout à fait important. Je te passe la parole. Merci beaucoup Juliette pour cette invitation et merci pour ces webinaires. Est-ce que je pourrais rétablir l'écran partagé? Parce que je vois que vous me l'avez interdit. Oui, je vais vous le rétablir tout de suite. Merci. Alors, hop là. Pardon, du coup, je posais une petite question à ma collègue qui était à Paris. Pourquoi on ne lui donne pas l'écran partagé Non, parce que automatiquement, en fait, il est désactivé. Il suffit juste de le rétablir. Hop là. D'accord. Bah, du coup, moi, j'ai plus d'écran non plus. Est-ce que vous voyez C'est normal, c'est parce que Florence Bertin a partagé son écran. Et Juliette, normalement, les participants sont à droite. D'accord, mais en tout petit. Oui, en plus petit. Et bon, je l'enlève immédiatement après. Bon, d'accord. Ok, Tiffany, je compte sur toi pour remettre… voilà, et moi, je coupe mon micro en attendant. Merci. Dès que Florence aura désactivé son écran, la mosaïque réapparaîtra en entrée. D'accord, merci de ces petites précisions techniques. Vous voyez, je n'étais pas moi-même au courant de ces subtilités-là. À toi, Florence.
Merci Juliette. Au MAD, avant, pendant et après le confinement, le département des collections a été évidemment très sollicité et très écouté par une direction euh, à l'écoute de nos propositions et de nos réflexions. Comme nous sommes tous dit, la première question, c'est quels sont les risques spécifiques liés au conditionnement en confinement? Pas de visiteurs, pas de personnel. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Au niveau de la lumière, on s'est dit, on va être plutôt rassuré. On éteint toute la lumière artificielle, oui, mais d'un autre côté, on prolonge les expositions. Toutes sont prolongées jusqu'à 5-6 mois dans certains cas, et dans certaines salles, on a de la lumière naturelle. La maintenance des collections, la politique hebdomadaire de maintenance, évidemment, n'a pas été possible. Donc, en l'absence de dépoussiérage, on peut s'inquiéter sur l'accumulation de poussière sur les œuvres. En termes d'infestation, les seules qui nous concernent au MAD sont les infestations d'insectes. Nous nous sommes dit que pas de dépoussiérage, pas de perturbateurs, l'obscurité, on réunissait malheureusement toutes les conditions pour avoir un développement qui pourrait être important. Nous avions eu la chance de pouvoir faire une veille climatique à distance, mais quasiment pas de possibilité d'agir sur ce climat qu'on pourrait voir ou étudier être peu satisfaisant. Et le dernier point que nous avons évoqué, c'est le point de la sûreté, en nous disant qu'il y a un des facteurs pour lesquels on était très rassurés pendant cette période de confinement, c'était bien la sûreté des œuvres. Personne qui rentrait ou sortait du musée, toutes les grilles fermées en permanence. Je dois vous dire que c'est vraisemblablement le facteur qui nous a le plus rassurés pendant cette période de confinement. Le service de sécurité était présent 24 heures sur 24, comme à l'accoutumée, mais avec bien sûr moins d'agents. Alors, le 16 mars, par rapport à tous ces facteurs que nous avons identifiés, nous avons commencé à agir. Protéger les œuvres sensibles à la lumière. Vous voyez le chantier de montage de l'exposition, le dessin sans réserve. On était à quelques jours de l'ouverture de l'exposition. Donc, nous avons accroché des papiers craft, des papiers de soie sur toutes les œuvres qui étaient déjà installées. Ne connaissant pas la durée du confinement, c'était quand même tous des dessins et on a même été faire des sélections dans les salles d'exposition pour ne protéger que les œuvres les plus sensibles. L'équipe était déjà réduite le 16 mars, comme partout, vous vous en doutez. Il n'y a que le département des collections quasiment qui était présent sur site et nous avons protégé tout ce que nous avons pu pendant cette fameuse journée. Protection contre la poussière, de la même manière, nous sommes intervenus sur toutes les œuvres hors vitrine des expositions temporaires, recouvertes également de papier de soie, de telle manière que nous avons constitué une expo cristaux avant le centre Pompidou. Donc, on a fait un petit cristaux avant Beaubourg, mais ça qui a quand même permis de protéger les œuvres. Des expositions temporaires, on a estimé que le délai ne nous permettrait en aucun cas de le faire pour les expositions permanentes. On a décidé de mettre en place l'allumage des lumières vertes 24 heures sur 24. Ça, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup de voir comment ça se passe dans les salles d'exposition quand elles sont allumées toute la journée. On a la chance, dans les nouveaux espaces, d'avoir un dispositif qui permette d'être un éclairage différent de l'éclairage normal de l'institution. On a réussi à fermer quelques reliures exposées pour éviter de fragiliser les structures. Voilà tout ce que nous avons pu mettre en place avant avec une petite équipe du département des collections. Pendant le confinement, à l'instar du Quai Branly, nous avons organisé des visites de veille qui étaient moins fréquentes qu'au Quai Branly. Chez nous, c'était tous les 10 jours. Ça a été un compromis discuté avec la direction et la conservation. Donc, tous les 10 jours, une seule personne du département des collections venait sur place. Je l'ai fait pour ma part 4 fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de constituer ce document de veille. Donc, Ariane, je crois que je te l'avais envoyé d'ailleurs, il me semble, on pourra en discuter. Document de veille qui indiquait toutes les zones du musée qui devaient être examinées et avec des petites spécificités que chaque conservateur a pu mettre. Et en fait, cette veille, telle qu'elle est décrite dans ce document-là, occupait chacun qui la faisait un peu plus de 3 heures. Donc, c'est quand même une grosse opération avec tout ce qu'il y avait à vérifier, aussi bien sur les équipements que sur les œuvres. Un rapport était fait à chaque fois, évidemment, et comme nous avions des réunions de conservation hebdomadaires, toutes les semaines, on pouvait discuter avec l'ensemble de la conservation des problèmes qui se passaient pendant le confinement sur site.
Nous faisions un suivi quotidien des données climatiques, mais les seules mesures que nous ayons pu mettre en place, c'était de faire remplir les humidificateurs par les agents de sécurité qui faisaient, eux, leur ronde de sûreté habituelle, de leur demander éventuellement le déplacement d'un humidificateur, mais nous ne pouvions pas agir beaucoup plus que ça sur les conditions climatiques. Nous avons également fait des relevés des pièges à phéromones. Comme je vous l'ai dit, on craignait une infestation et grâce à ce travail, on a pu anticiper ce qu'on pourrait faire après le confinement. Alors, le 11 mai, le département des collections est le premier qui a repris sur site au départ 3 jours par semaine et puis très rapidement, dès le 1er juin, à temps plein, pour mettre en place toutes ces mesures que nous avions anticipées, enfin que nous avions programmées, à savoir la première, les campagnes de dépoussiérage des œuvres et autour des œuvres. Mais malheureusement aussi, on s'en doute, des campagnes de consolidation qui ont pu se passer dans les salles, c'était pratique finalement, mais les restaurateurs qui sont revenus ont également mis en place très rapidement ces campagnes de consolidation. Grâce à l'étude progressive qu'on a pu faire des infestations, on voit d'ailleurs assez clairement sur ce schéma que finalement elles sont plutôt rentrées par la porte, nos amis les mythes, que par les fenêtres. La porte de l'entrée de cette exposition se situant ici. Et c'est la première fois qu'on pouvait observer ce qui se passait sans aucune maintenance sur les œuvres. On a pu mettre en place différentes anoxies dans les zones où on avait observé ces infestations. Alors, à la réouverture chez nous était le 23 juin. Le 23 juin, qu'avons-nous fait? La préparation du circuit des visiteurs comme tout le monde, masqué avec des sens de circulation. Il nous a fallu enlever la totalité des humidificateurs qui étaient dans les salles parce que nous avons besoin d'humidificateurs au Musée des Arts Décoratifs. Notre système de traitement d'air est tel qu'il faut humidifier. Ça va nous faire un terrain d'expérience relativement intéressant, de se dire comment finalement le bâtiment se comporte sans humidificateurs, puisqu'ils sont là depuis 30 ans. Je dirais que cette expérience avant, pendant, après a été très riche d'enseignements parce qu'on a une quantité de données que nous n'avions jamais eues auparavant sur tant le climat que les insectes, que tous nos facteurs habituels et données qu'on est en train d'exploiter maintenant et de discuter avec mes collègues. Cette situation, pardon d'être aussi positive, mais ça nous a permis d'observer des choses que nous n'aurions jamais pu observer dans le contexte habituel du musée. Et on n'a pas fini toutes les conclusions encore, mais on est en train de travailler sur des choses tout à fait passionnantes que je n'avais jamais vues avant. Ces nouvelles procédures qu'on a mises en place pendant la veille, finalement, il a été décidé par l'ensemble de la conservation et le département des collections que nous allions les maintenir et les poursuivre parce que finalement, elles nous permettent d'avoir des bilans et un suivi assez intéressant de l'évolution. Christo étant terminé, vous pouvez venir voir l'expo Harper's Bazaar et je vous remercie. J'arrête mon partage d'écran tout de suite, Juliette. Ah. Oui, je ne sais pas si je suis en... Oui, je suis en connexion. Merci. Florence, d'abord, je vous des excuses parce que j'ai dit que vous étiez à Icofom, mais ce n'est pas Florence, c'est Marion Bertin qui est à Icofom. Mais comme justement, mon écran est tout petit, j'avais un problème de visage. Pardon pour cette confusion. Merci de ce témoignage. Alors, vraiment intéressant, avec une touche positive hein, dans ce que vous dites. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Et puis, je vois qu'on a parmi nous Jean-Jacques Lesrati qui peut-être aura à cœur tout à l'heure, je ne le forcerai pas à prendre la parole, mais peut-être qu'il aura à cœur de nous parler des aspects, puisque c'est sa spécialité, des aspects de la protection électrique et de la manière dont les musées qui ne sont finalement surveillés qu'à distance, assurent cette sécurité-là. Avant d'ouvrir le débat, bien sûr, on a l'intervention très attendue de Nathalie Bruer. Chère Nathalie, je ne vous vois pas sur mes écrans, mais je suppose que vous n'avez pas... Ah si, je vous vois. Je suppose que vous n'aviez pas disparu. Je vous passe la parole pour un témoignage avant de lancer le débat. À tout de suite. Non, absolument rien. Tout le monde m'entend plutôt?
On vous entendait, Nathalie, mais manifestement, vous avez coupé votre micro là. Oui, désolé. Il y a des trucs de chez moi, ce qui interfère avec le réseau, visiblement, que je vous ai tous entendu de manière très, très hachée. Je suis Nathalie Bruyère, je représente la FFR et je suis par ailleurs conceptrice restauratrice de culture en indépendante. Moi, ce dont je veux parler, c'est de la grande inégalité de situation. En fait, on a pu constater pendant le confinement et post-confinement, aussi en termes de travail. Éléonore parlait de veille sanitaire. C'est par ces réflexions qu'on a été amené à écrire cet article qui a été publié sur le site d'Une France. Pour les indépendants, la plupart d'entre eux, on n'a pas du tout été appelés pour la veille sanitaire dans les musées. Il y avait des restaurateurs institutionnalisés dans les musées, là, il y a des choses qui étaient mises en place, mais très souvent, on n'a pas appel à des prestataires extérieurs. D'autre part, la situation est inégale aussi entre ceux qui avaient du travail en atelier et ceux qui n'en avaient pas. Et en termes d'aide aussi, on a pu constater que sur notre statut, on avait certaines aides plus facilement d'artisans que si on était profession libérale, par exemple. Et ces aides vont se poursuivre pour certains jusqu'à la fin de l'année, mais ça dépend de notre code NAS, APE, si vous voulez. Et les indépendants sont dans une multitude de codes APE. C'est vraiment un problème, on le voit encore plus aujourd'hui, parce que simplement notre métier n'a pas de reconnaissance publique, on rentre dans une case finalement. Voilà. D'autre part, depuis le déconfinement, le travail a pris de manière très idéale. Pardon. Moi, je peux constater qu'en sculpture, ça a repris de manière très, 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 très intense. C'est-à-dire qu'il faut rattraper tout retard pris dans le confinement. Donc, il y a eu jusqu'à la fin de l'année à peu près. En revanche, certains collègues dans la spécialité n'ont pas de travail ou très peu actuel. Et surtout, on constate qu'on ne nous demande pas de vie pour 2021. La grande inquiétude, c'est vraiment 2021, qu'est-ce qui va se passer? On nous de sanctuariser ce budget, mais on sait que dans certaines institutions, comme le musée du Louvre, par exemple, les budgets dépendent des frais. On nous a déjà annoncé une baisse de 30% des budgets de restauration pour 2020 et pour 2021. Donc l'inquiétude est vraiment là et on est dans le cœur du sujet précaire des musées. Vraiment, c'est dépend, on vit quasiment le jour. Donc là, certains d'entre nous sont rassurés pour la fin de l'année, mais tout le monde, la majorité est inquiet pour 2020. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui et ce que je pense que tous les confrères indépendants pourront dire. Merci, merci Nathalie de ce témoignage-là. À l'évidence, vous apportez ce point de vue de situations contrastées qui sont évidemment la réalité des musées. On a entendu des témoignages qui étaient des témoignages de musées qui se sont, c'était que nous avons invités, qui sont fortement mobilisés malgré l'adversité, et d'organisations comme Bouclier Bleu qui sont fortement mobilisées pour venir en aide au musée. On a entendu aussi, moi j'y suis sensible parce que ça fera probablement partie de notre pensée, notre réflexion collective à la rentrée. On a aussi entendu qu'à quelque chose, on ne va pas dire que malheur est bon, mais que vous avez appris, par exemple au Musée des Arts Décoratifs, vous avez collecté un certain nombre de données, il y a un certain nombre de méthodes de travail, peut-être même le télétravail, qui ont vu jour et qui peut-être trouveront leur place positivement dans la vie des musées à l'avenir. Ce qui serait peut-être intéressant, on a eu surtout des témoignages de collègues qui ont
apporter l'expérience de mise en place effective et concrète d'opérations dans leur musée? Est-ce que certains d'entre vous ont envie de témoigner plutôt de choses qu'ils n'ont pas réussi à faire dans leur musée, d'expliquer pour quelles raisons ils n'ont pas réussi à mettre en place les processus qu'ils avaient en tête? Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur ce sujet? Je ne vois pas de demande de prise de parole, c'est pour ça que j'essaie de… Alors, peut-être Ariane, lève la main. Oui, juste merci de me redonner la parole. C'est juste, vous m'entendez là, c'est bon? Ok. C'est juste par rapport à la question là, que vous venez de poser. Nous, quand on a fait ce travail là, sur la veille sanitaire, donc on a discuté à 12 sur cette question pendant 2 mois, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait quand même une grande inégalité entre les grandes institutions et les petites, voire les très petites, et que justement que ça n'avait rien à voir de faire la veille sanitaire dans des établissements de dimensions différentes, avec des personnes qui sont plus ou moins qualifiées, et parfois l'obligation de faire appel à des personnes, peut-être des sociétés extérieures de surveillance, ou voilà, on n'a pas osé le mettre dans le document, mais il y a une des personnes du groupe de travail qui parlait de faire appel à des voisins qui connaissent bien la situation des lieux, etc. Évidemment, c'est des questions qui se posent en tout cas. J'entends quelqu'un. Alors, je sais pas si voilà. Donc, c'était juste pour dire, peut-être pour ouvrir sur une vision de la veille qui est un petit peu plurielle, disons. Voilà, merci. Merci d'apporter cette précision. Un des sujets clés dans ce débat est peut-être d'avancer dans l'idée de savoir si la présence de conservateurs restaurateurs intégrés au musée est un élément qui garantit un meilleur suivi dans de telles circonstances, ou si on n'a pas des choses particulières à dire à ce sujet. Je voulais passer, je sais que Pauline Chassin est parmi nous, je voulais éventuellement lui demander, qui est conservatrice restauratrice maintenant, chargée des relations internationales à l'INP, mais est-ce que Pauline, tu aurais envie d'apporter un témoignage sur ce sujet? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous parliez un peu plus fort, Pauline, on vous entend de loin. D'accord, ok. J'ai peut-être un petit souci de micro et je monte le son. Est-ce que c'est mieux là? C'est mieux, ouais. Okay. Et moi, je me suis déconnectée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pas de souci. Je vous vois non, plus. Oui, moi, sans m'avancer sur le sujet suivant, je voulais juste signaler que, oui, pour moi, en vous écoutant et en voyant la réactivité qui a pu être possible au musée du Quai Branly, ou ce que décrivait tout à l'heure Florence Bertin au musée des Arts Décoratifs, on voit quand même tout l'intérêt, et on n'est pas complètement surpris en tant que conservateur-restaurateur d'avoir ce suivi possible et cette coordination au sein même du musée. Donc, je pense que du point de vue des collections, mais aussi du travail, c'est quelque chose qui est important, et cette triste circonstance nous le montre. Ouais. Bon, merci à tous. Je suis désolée, je suis dans l'inconfort parce que je ne vous vois plus, mais il paraît que vous m'entendez toujours. Mes collègues me disent que vous m'entendez toujours, donc on va essayer de rétablir pour moi cette connexion. Et je sais que Véronique Milan, qui est en charge de la conservation des collections culturelles à la ville de Paris, au musée de la ville de Paris, je sais que Véronique veut intervenir. J'essaye pendant ce temps de vous retrouver. Merci. Véronique, la parole est à toi. Oui, bonjour. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que nous, on a connu, dans les petites difficultés qu'on peut mettre en commun, c'est qu'en effet, à un moment, on était prêts, nous, à relancer les chantiers. Les restaurateurs étaient évidemment prêts, et pas que les restaurateurs, les échafaudeurs, tout le monde faisait beaucoup de pression pour relancer les chantiers, mais qu'on a essayé d'anticiper pour redémarrer un peu avant le 11 mai,
on a réussi sur quelques chantiers. Mais je voulais dire que dans ce cas-là, il y avait toute la partie protocole qui sont très très lourds, parce que si même nous on avait du travail à donner, que les restaurateurs étaient prêts à donner, aller obtenir une autorisation, une signature et une autorisation administrative de donner une autorisation de travailler, quand il y a la responsabilité du Covid derrière, c'est extrêmement compliqué, parce qu'évidemment personne ne veut prendre la responsabilité d'autoriser quelqu'un à aller travailler, alors qu'il y avait des papiers pour. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé, mais c'était très, très difficile d'obtenir une autorisation pour les restaurateurs, enfin, en tout cas, chez nous, pour travailler. Donc, on a pu relancer quelques chantiers avant, mais pas énormément. Il se posait aussi la question de la coactivité. Nous, on a un atelier qui est partagé par plusieurs groupements, donc il fallait organiser la coactivité, qu'ils ne soient pas tous là en même temps, même si l'atelier est très très grand. Donc il y avait toute cette partie gestion qui est importante. Et puis dans les églises, nous on a eu le phénomène aussi que comme elles étaient fermées, on a pu avoir quelques cas où les bénévoles voulaient profiter de la fermeture pour nettoyer les œuvres. Ça, c'est un peu compliqué parce que certes, les œuvres nous appartiennent, mais on n'était pas dans chaque église qui était fermée à contrôler non plus. Donc, comment faire passer le message de où s'arrête le dépoussiérage et, avec un petit plumeau et où commence le nettoyage, qui là doit être une opération gérée par des professionnels. Donc, ça aussi, c'était un petit peu compliqué à gérer vu la multiplicité des lieux et des intervenants. Après ça, bien sûr, on a fait tout le travail aussi de facturation, des fois un tout petit peu anticipé, ou de facture partielle pour des gros chantiers. Je pense que quand on est dans une institution aussi, on a essayé de jouer un rôle très petit, mais de circulation de l'information auprès des restaurateurs. C'est-à-dire que quand nous, au niveau, certes, la ville de Paris, c'est peut-être pas comme toutes les villes, mais on voyait passer des infos en interne de fait qu'il allait se mettre en place des mesures pour aider ceux qui avaient des loyers ville de Paris, des loyers professionnels, des aides et tout. On essayait de faire circuler justement à nos équipes de restaurateurs en leur demandant de faire circuler à l'extérieur pour qu'ils soient informés au mieux, parce que c'est toujours compliqué l'accès à l'information dans ces cas-là, de toutes les mesures qui pouvaient être prises. Donc, on a également essayé de faire ça. Et puis, en revanche, ce qui était compliqué, nous, c'était la sûreté, puisque, vous l'aurez compris aussi, avec les événements plus récents, entre autres à Nantes, les paroisses fonctionnent parfois beaucoup avec des bénévoles. Et quand ils fonctionnent avec des salariés, ils ont été obligés de les mettre en chômage technique, chômage partiel, ou d'arrêter leur contrat. Et donc, c'est plutôt en post-confinement qu'on se trouve face à un problème de sûreté. Et là, entre juin et août, on a eu au moins 3 vols dans des églises parisiennes. Parce que, de l'autre côté, ils sont peut-être plus capables de mettre en place la quantité de personnel nécessaire pour cette veille de sûreté. Et alors après, c'est pas, ce sont des voleurs qui ne visent pas forcément le marché de l'art et des chefs-d'œuvre. Hein. C'est plutôt de l'objet liturgique, j'allais dire basique, qui se revend au prix du métal, ou des stations de chemin de croix, en technique des émaux, des choses comme ça, et qui du coup sont des objets très difficiles, même souvent des objets pas classés, pas inscrits, très difficiles à pister, très difficiles à retrouver. Donc ça, c'est un de nos gros soucis actuellement. Après, alors si nous, il y a bien des restaurateurs qui chez nous là sont presque au bord de l'explosion de travail tant il y en a, c'est en sculpture, puisqu'on a eu à faire face aussi à ce phénomène après 3 mois de calme sur les tags
d'associations qui voulaient nettoyer eux-mêmes les inscriptions. Enfin bon, on est en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs dès qu'on a une info. On essaie de se précipiter avant eux. Donc on sollicite les restaurateurs dans l'urgence. Vite, vite, ils vont aller effacer ça demain soir. Allez-y vite avant. Donc c'est un peu compliqué à gérer parce qu'ils font de gros dégâts vu qu'ils mettent n'importe quoi comme produit et qu'au lieu d'enlever les tags, la plupart du temps, ils font pénétrer profondément la peinture dans la pierre qui, on le sait, est devenue très poreuse parce que ce sont des monuments anciens. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose de très compliqué à gérer en ce moment aussi. Donc ça, c'est une grosse veille également et qui ne s'arrête même pas au mois d'août. Voilà, que je voulais rajouter. Merci Véronique, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Tu dis un mot aussi de la sécurité des pillages et des dégradations d'œuvres. On en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Est-ce que d'autres parmi vous ont envie de témoigner de leur expérience particulière? J'ai vu à l'écran, je m'adresse toujours un petit peu aux uns et aux autres. Si vous ne voulez pas répondre à mon invitation comme ça au débatté, je m'adresse à ceux que je connais. Par exemple, je vois que Gratia Nicosa du musée du Louvre est parmi nous. Gratia, est-ce que tu as envie d'apporter un témoignage? Je vois aussi qu'il y a Ludovic Chauvin des musées de la ville de Strasbourg qui nous accueilleront en septembre prochain. Est-ce que l'un de vous deux a envie d'apporter sa part du témoignage sur ces difficultés particulières rencontrées pendant la période? Bonjour, moi je pourrais rajouter des éléments peut-être sur des découvertes surprenantes pendant ces différentes veilles sanitaires qu'on a mis également en place. Pardonnez-moi, qui intervient? Ah oui, c'est Ludovic, Ludovic, pardon. oui, pardon. Non, vas-y. Donc, notamment la présence d'animaux, en fait, alors vous avez tous vu les images, je pense à mes collègues de Nantes qui avaient découvert des canards dans les salles d'exposition. Nous, c'était plus la présence des pigeons. Et c'est vrai qu'il y a une recrudescence, je dirais, de la présence de la faune à Strasbourg pendant cette période-là. Et on a dû faire face à ces problématiques de présence animale. Voilà, ça s'est structuré de manière diverse et variée. Ça nous a amené à réfléchir à une protection qui va être mise en place dans nos institutions. Mais voilà, c'est une des particularités, en tout cas chez nous, de cette recrudescence et qui a causé des dégâts effectivement sur les menuiseries extérieures. Je pense au musée alsacien par exemple. Voilà. Ça, c'était une des problématiques. Et les autres problématiques, et qui touchent peut-être plus à la régie, c'est les éléments qu'on a dû mettre en place pour s'assurer que les collections qui étaient coincées dans des expositions à travers différents pays étaient bien prises en charge, et notamment en termes de sécurité sur des démontages avec des œuvres qui étaient coincées dans des transits de transporteurs. Donc voilà, ça a amené à prendre des précautions particulières par rapport à ça et à s'intéresser finalement à des éléments de sécurité des transporteurs, là où on s'intéresse plus à la sécurité au sein des institutions. Je pense au Facility Report, etc. Ça a été des éléments. Et après, on était confronté, je dirais, à comment réceptionner les œuvres qui avaient séjourné longuement, je pense au Japon, où il y avait un transit de quelques mois. Comment réceptionner ces œuvres et quelles mesures particulières à mettre en œuvre pour se prémunir de problématiques diverses et variées, en compilant un certain nombre d'informations qui provenaient de l'ICOM et également du C2RMF, etc., avec aussi des éléments qui n'étaient pas toujours raccords. Donc, on a essayé de compiler un petit peu tout ça et de travailler, je dirais, avec nos collègues régisseurs sur une sorte de protocole sanitaire avant de pouvoir réceptionner les œuvres, dans quelles conditions et quelle quarantaine observer avant d'ouvrir les caisses, etc., etc. Voilà, quelques éléments de ce type-là que je pourrais rajouter à ce qui a été dit. Merci.
c'est important parce qu'on a vu à quel point les protocoles étaient utiles et à quel point il fallait les diffuser collectivement. Vous évoquiez la sécurité des œuvres par rapport aux déprédations ou au pillage. On a vu au début du confinement Interpol et ICOM travailler ensemble pour proposer des mesures de précaution ou attirer l'attention sur les risques encourus. Et on voit bien qu'on va avoir à travailler, c'est aussi la question que pose Bouclier Bleu, on va avoir à travailler pour formaliser toutes ces informations et tous ces enseignements qu'on a retirés de cette dure période, mais qui peut-être donneront lieu à des préconisations utiles pour l'avenir. Je voulais passer tout à l'heure la parole à Jean-Jacques Essarati. Je ne sais pas, Jean-Jacques, si tu es toujours là, parce qu'on a abordé la question des aspects de sécurité électrique. C'est ta spécialité. Est-ce qu'il y a un élément de témoignage que tu aurais envie d'apporter, ou si tu penses que je ne devrais pas te passer la parole, n'hésite pas non plus à me dire que tu n'as pas envie de parler. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on entend. D'accord. Bon, ben écoutez, non, la sécurité électrique n'est pas mon domaine. Ce n'est que l'éclairage. Et j'ai bien aimé effectivement les mesures qui ont été prises, au MAD et dans d'autres musées, de bien effectivement s'occulter par rapport à la lumière du jour, avec naturellement, malgré tout, les autres problèmes que peuvent amener l'occultation totale. On a pu le voir. Par contre, je suis admiratif de tout le travail qui a été fait et je me dis, la conservation préventive aujourd'hui est complètement, je dirais, entrée vis-à-vis même de l'administration. On a compris son importance. C'était effectivement pas le cas lorsque nous étions quelques-uns à nous battre, il y a de ça quelques dizaines d'années. Donc c'est quelque chose de formidable. Là, avec le confinement, ce que j'ai vu aussi, les protocoles qui ont été mis en route, ça m'a rappelé effectivement les protocoles de fermeture des musées canadiens qui existaient. Nous n'avions pas, je pense, dans les grands musées de protocole de fermeture en France, et il a fallu naturellement improviser rapidement et le faire. Et je crois que ça a été un travail formidable qu'ont fait effectivement, je dirais, tous nos collègues. Je dis tout simplement, je suis admiratif et je dis bravo pour tout ce travail qu'il y a. Oui, moi je partage ton admiration et je pense qu'à un moment il faudra savoir le dire, il faudra saluer. Je pense qu'il faut également saluer un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, évidemment par des grands musées. Seuls les grands musées peuvent le faire, mais quand j'entends que le Quai Branly a réussi à mettre en paiement 50% de la compte, plutôt que 5%, pour permettre aux professionnels de pouvoir maintenir leur activité, intervenir, être présents, je pense que c'est une prise de conscience qu'évidemment une grosse structure peut faire, que des petites structures ne peuvent pas faire, mais je pense que ça peut aussi servir d'exemple et que ça peut aussi être proposé comme des préconisations que l'on pourrait suggérer dans la suite. On espère que, bien évidemment, on ne reconnaîtra pas de période de confinement, mais des périodes difficiles, on peut en reproduire. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce type de témoignage. Est-ce que, je ne vois pas qui veut intervenir. Éléonore veut intervenir. Oui, moi, je voulais rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Tout d'abord, en effet, Florence Bertin a tout à fait raison, ça a été une occasion pour les fondus de la conservation préventive et de la conservation matérielle. Ça a été l'opportunité unique d'observer un certain nombre de situations auxquelles on n'est pas habitué. Nous-mêmes, on a eu un très gros incident climatique qui s'est produit pendant une nuit, qui a été détecté dès 7 heures du matin par le responsable de la conservation préventive qui surveillait le climat à distance. Ce qui était déjà une chance, puisque surveiller le climat à distance, c'est facile à dire, mais pas si facile à faire. Il faut avoir l'équipement qui le permet. Et ensuite, les possibilités d'intervention derrière, ce qui est encore plus compliqué. Mais suite à cet incident climatique, on a pris la décision
en accord avec la direction des moyens techniques et de la sécurité, de fermer une centrale de traitement d'air et donc de pouvoir observer pendant pratiquement 5 semaines le comportement thermodynamique naturel d'un bâtiment qui, d'ordinaire, est climatisé en permanence. Et ça, c'est très, très intéressant et important pour nous pour l'avenir. Donc, il y a des aspects bénéfiques à ce confinement pour la conservation des collections. Néanmoins, moi, j'ai quand même été frappée, et pour ne rien vous dire, terriblement inquiète de ce que j'ai pu constater dans beaucoup d'établissements, grands comme petits, qui a été à toutes fins utiles, et on l'a vu dans les premières publications qui sont parues sur la gestion de la pandémie, qui a été la disparition pure et simple des problématiques de conservation matérielle. C'est-à-dire qu'on a parlé de sûreté, on a parlé de sécurité, et puis il a fallu longtemps, il a fallu la fiche de l'Institut canadien de conservation et les webinaires d'Irene Kasten pour qu'on commence à appréhender les questions de conservation matérielle. Et j'ai vraiment eu le sentiment entre la mi-mars et la mi-avril qu'il y avait une sorte de consensus général, non dit, mais qui était que les collections, ma foi, allaient se conserver. Et c'est un réel problème. J'ai entendu parler tout récemment d'une bibliothèque qui a subi un très gros sinistre pendant le confinement et qui ne l'a découvert qu'au déconfinement, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, c'est-à-dire développement fongique, déformation irréversible des reliures et ainsi de suite. Et ça m'amène à deux préoccupation ou de pistes de travail, plus exactement, qui est celle de la mise en place rapide d'une surveillance de l'état matériel des collections par toutes les personnes, tous les professionnels qui peuvent le faire, avec, Ariane le disait en parlant de veille plurielle, c'est-à-dire des axes, des prismes différents selon que la personne qui fait la veille est restaurateur, est régisseur, est conservateur, est pompier, est agent de sécurité. Tous ces prismes-là sont valables et tous ces prismes-là vont apporter une pierre à l'édifice, mais il faut anticiper là-dessus. Or, on est dans un pays où la majorité des restaurateurs sont indépendants et on a beaucoup dit ce qui pouvait être fait dans les grands musées ne pouvait pas être fait dans les petits. C'est faux. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans comme consultante, y compris pour des très petits établissements. Et lorsque j'avais dans une année 3 jours de travail pour un musée, une bibliothèque, un monument historique, eh bien, ces 3 jours de travail eussent tout aussi bien pu être employés pendant la période de confinement pour solliciter le consultant ou le restaurateur indépendant avec lequel on a l'habitude de travailler et avec lequel on est en contrat, sinon en marché, pour venir un jour par mois voir ce qui se passait dans les salles d'exposition et dans les réserves, de manière à identifier des choses que d'autres personnes avec d'autres prismes n'identifieront pas. Une reprise de corrosion, par exemple, ou un tout début d'infestation qui est un peu compliqué à détecter, ou un soulèvement, ce genre de choses. Et donc, ça peut être mis en place à condition d'anticiper. Or, il est en effet probable qu'on n'ait pas de reconfinement à l'échelle nationale, mais il est tout à fait possible qu'on ait des reconfinements localisés. Et il y a un moment là pour militer de manière proactive et de manière constructive à l'échelle des directions générales des établissements, grands ou petits, pour que les questions de conservation matérielle soient intégrées au plan de continuité d'activité. Le plan de continuité d'activité du musée du Quai Branly dit que parmi les activités essentielles, il y a la conservation des collections. C'est déjà un très grand pas, mais au fond, ce qu'il faut, c'est décliner cette phrase en actions très concrètes, en disant, voilà, si je suis à la bibliothèque municipale d'Autun, ou si je suis à l'archive départementale du Bas-Rhin, ou si je suis au muséum de Rouen, ou si je suis à Bussy-Rabutin, monument historique, s'il y a reconfinement ou s'il y a fermeture, comme le disait Jean-Jacques, eh bien, à quelle fréquence doit-on surveiller les collections dans ce lieu spécifique? Quels sont les équipements techniques que l'on doit surveiller et qui doit le faire? Un peu à la manière des fiches, des guides méthodologiques qu'évoquait Ariane tout à l'heure, ou à la manière de ce qui a été fait au Musée des Arts Décoratifs. Et il faut anticiper là-dessus parce que ça ne se fera pas tout seul. Au musée du Quai Branly, ça s'est fait parce qu'on a eu la chance de pouvoir établir très tôt, dès le 13 mars, en fait, un dialogue avec la direction générale pour que les choses soient possibles. Et je pense qu'elles sont possibles partout, y compris avec des prestataires indépendants, à condition de les anticiper et d'avoir imaginé à l'avance ce que seront les pratiques pendant une période de fermeture ou pendant une période de confinement. Voilà.
Oui, un mot peut-être. Tout ça dépend quand même des autorités de tutelle. Lorsqu'on est établissement public et que les rapports sont excellents avec son autorité de tutelle, il n'y a pas de problème. Dans d'autres, pour les petits musées, ça peut être excellent aussi. Tout dépend du rapport avec le maire. Ça va se limiter des fois à des petites choses toutes simples, mais ça peut être quelle est l'importance que représente le musée pour la tutelle. Donc, tout à fait, les grands ou petits musées, c'est surtout le rapport qui existe, je pense, avec la tutelle, qui donne l'autorisation et qui prend la mesure de la chose. Juliette, on ne t'entend pas. Il faut que tu réactives ton micro. Pardon. Voilà, pardon, merci Tiffany de m'avoir rappelé que je n'avais pas mon micro. Éléonore et Jean-Jacques, juste après, vous venez de dire des choses qui sont extrêmement importantes. Effectivement, vous dites plusieurs choses. Vous dites d'abord qu'on n'ira probablement pas vers une période de reconfinement généralisé comme on l'a connu, mais on ira peut-être, potentiellement, probablement vers des périodes de reconfinement local, et bien évidemment il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vécu, et en tirer les leçons, c'est probablement être capable, et c'est les professionnels qui peuvent le faire, de formuler un certain nombre de préconisations qui probablement, comme vous dit Jean-Jacques, dépendent de la bonne volonté, de l'intérêt que les collectivités territoriales peuvent porter à leur collection et à leur musée, mais peuvent aussi finalement s'inscrire d'une manière un peu plus statutaire dans un certain nombre de réglementations. Éléonore, évidemment, tout ce que vous dites est dans l'esprit de tous, et c'est pas Nathalie Bruer qui m'apportera la contradiction sur ce point-là. On a tous eu l'impression que dans le moment de sidération du mois de mars et peut-être même du mois d'avril, la question de la conservation des collections n'apparaissait pas en première ligne, et que probablement, et peut-être paradoxalement, ça c'est un autre sujet, parce qu'on nous reproche de ne pas suffisamment nous intéresser au public, il me semble que la question des publics est apparue et sortie comme la préoccupation majeure des musées, et que la question qui s'est posée, ça a été comment, malgré la fermeture, rester présent sur la scène publique, comment offrir au public des visites virtuelles des musées. On a vu fleurir et se développer d'une manière très inattendue, ce sera le sujet de notre prochain Zoom d'ailleurs, comment on a vu sortir des musées, des capacités à être présents sur les sites, sur les réseaux sociaux, que probablement on n'avait pas imaginé. Et ceci s'est fait sans doute, oui, au détriment d'une prise de conscience active, précoce, qui aurait dû être immédiate, bien sûr, des risques que les collections encouraient à l'être plus. Une question qui me vient à l'esprit, et j'aimerais aussi avoir des témoignages peut-être de nos collègues qui ne sont pas des collègues français et qui sont parmi nous. J'ai vu qu'il y avait Bursac, Madame, ce serait peut-être intéressant, Bursac, que tu apportes un témoignage, ou Stéphanie Witzerit, qui est toujours avec nous, qui travaille en Allemagne. Comment, si on pense au télétravail, qui s'est mis en place lui aussi d'une façon spectaculairement rapide pendant cette période, est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait des modalités de télésurveillance, de téléintervention sur les collections? Ça a du sens, ça n'en a pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un, Grazia, tu veux? Oui, je veux bien. Je finirai par répondre à cette question. Je la garde pour la fin. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce que disaient Éléonore, Florence, Ariane, Véronique. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, cette période Covid, où on s'est tous retrouvés confinés chez soi, a été l'occasion, en tant
professionnels de la conservation préventive, en tout cas, de voir une véritable communauté se développer, puisqu'on a échangé entre nous, on s'est écrit, on s'est posé des questions, on a essayé de trouver des solutions, et j'ai trouvé qu'était née vraiment une solidarité intellectuelle, et voilà, c'est des choses, je pense, qui nous tenaient à cœur depuis longtemps, et ça a été l'occasion en tout cas de la mettre en place et de voir que ça pouvait fonctionner. Ensuite, nous, au musée du Louvre, on a été quasiment les derniers à ouvrir, hein, on a fermé presque 4 mois, hein, un peu plus de 3 mois, sans visiteurs, sans maintenance, mais aussi sans intervention de conservation-restauration, nous, de conservation préventive, hein. Il faudrait développer le concept de fenêtre thérapeutique dans ce cadre-là, en fait. Nous, en tout cas, dans l'établissement, depuis environ 4-5 ans, on forme les agents de surveillance à la conservation préventive d'une manière plus poussée, avec des formations de 2 jours et une initiation en une journée. Et lors de ce confinement, tout ça a pris sens. C'est-à-dire que la conservation préventive, qui était quand même un domaine de spécialistes, hein, on sert souvent de pompiers, on nous appelle en cas de difficulté. Et là, tout d'un coup, ce concept est passé dans un processus complètement intégré à l'échelle hiérarchique du musée. C'est-à-dire que ça a été le souci de notre président, hein, Jalik Martinez, qui l'a ensuite voulu que tout ça soit appliqué, et surtout les agents de surveillance qui étaient responsables des rondes, en fait, ils soient aussi sensibilisés. Donc tout ce travail en amont, tout d'un coup, je trouve, a pris sens et a donné une certaine légitimité à notre discipline, et a assis aussi ses besoins de formation et de connaissances minimum lorsqu'on travaille dans un musée. Et l'autre point, là, je reviens sur ce que disaient Florence et Éléonore, c'est-à-dire qu'à un moment, rentrer dans des salles qui ont été fermées pendant plus de 3 ou 4 mois, on a véritablement un instantané d'une pause. Et il y a des choses flagrantes qui nous ont sauté aux yeux, effectivement, les infestations, hein. Des salles qu'on pensait très infestées, finalement, ne l'étaient pas tant que ça, et d'autres l'étaient bien plus. Donc, une sorte de réajustement. Les défauts d'étanchéité, à partir du moment où vous ne faites plus le ménage, vous vous rendez, les fenêtres qui ne ferment plus vous sautent aux yeux. Et en tout cas, nous, ça a beaucoup alimenté notre plan de conservation préventive, puisqu'on a fait un diagnostic complet de chaque salle, hein. Ça nous a pris quasiment une dizaine de jours, entre 4 et 6 personnes. Et on est passé dans chaque salle et on a noté effectivement tout ce qui pouvait alimenter. Donc en tout cas, je trouve que ça a apporté, pour conclure, en tout cas, ça a apporté vraiment une légitimité à la conservation et énormément de données qui vont pouvoir alimenter notre réflexion. Donc il n'y a pas que du négatif dans ce confinement. Voilà. Et pour répondre à la question de la télémédecine, hein, de la e-conservation, ou la e-conservation, effectivement, c'est des choses qui sont tout à fait à développer. Nous, on a été questionnés aussi à distance, comme ça, par des agents de surveillance qui étaient de permanence. Je trouve que c'est quelque chose à envisager. Ça ne remplacera jamais un diagnostic physique, mais parfois, peut-être que le diagnostic physique n'est pas nécessaire. Donc, des nouvelles portes qui s'ouvrent. Merci Gracia de ces compléments d'information et de ton analyse, parce que tu dis des choses importantes. Je crois que c'est toi qui as employé le mot de solidarité, qu'on a vu évidemment s'installer un certain nombre de solidarités. Tout à l'heure, je crois que c'est Ariane qui parlait de mutualisation de moyens humains et financiers. Je pense qu'on va rentrer dans une période, c'est un peu le thème de notre Assemblée générale
du 25 septembre à Strasbourg. J'espère que vous l'avez tous bien noté. J'en profite pour faire une petite piqûre de rappel. C'est un peu notre question. Et après, comment à la fois tire-t-on les enseignements de ce qui a été mis en place, un peu dans la précipitation, mais tu dis, Gracia, que vous avez fait des plans de conservation préventive, que vous avez su apprendre à donner des compétences de conservation préventive aux agents de surveillance. Comment tout ça peut ensuite se capitaliser? Et puis, probablement, y aura-t-il des bilans d'erreurs à ne pas reproduire et qui font peut-être, au bout du compte, prendre un temps d'avance à la conservation de nos collections. Je crois que vous dites tous des choses importantes, en tout cas les mots que vous employez de solidarité, de mutualisation, de formation. On a parlé de formation aussi, sont des mots qu'on va, je pense, travailler tout au long de l'année. C'est à vous aussi qu'il appartiendra de nous dire à nous, ICOM, s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde dans le débat, des thèmes spécifiques dans tout ce qu'on a creusé aujourd'hui, que vous voudriez qu'on remette à la surface, parce qu'on a vraiment une possibilité de faire coopérer et travailler ensemble un certain nombre de professionnels, y compris à l'international. Je me retourne, il nous reste 4 minutes d'écran partagé, si je peux dire. Je me retourne un instant sans vouloir forcer la même personne, peut-être vers Bursac ou vers Stéphanie, qui peuvent apporter peut-être des témoignages de ce qui se passe dans leur propre pays, ou d'autres collègues d'autres musées qui ne sont pas encore intervenus. Lionel Dufaux du musée des Arts et Métiers qui m'est cher. Peut-être, comme je sais, Lionel, que vous avez fait beaucoup de choses aussi, peut-être que vous voulez dire un petit mot. Ursac, Stéphanie. Oui, j'entre très vite. Bonjour à tout le monde d'Istanbul, très chaud. Pour l'instant, en Turquie, il y a une bonne partie des musées qui ne sont pas ouverts. C'est à partir du 1er septembre, on envisage. Il y a eu très peu de musées sur Istanbul qui est ouvert. Et comme vous savez, on est en train de transformer les musées en mosquées. Donc, on est très occupés pendant ce confinement. Franchement, on a d'autres problèmes. Pour l'instant, on essaye de sauvegarder le plus grand nombre de monuments byzantins, puis ottomans, qui étaient visitables en musée. Je pense qu'aucun muséologue en ce moment-là ne s'est occupé vraiment de son musée. Ceux qui nous ont... moi, je ne travaille pas spécifiquement dans un musée, mais je suis conseillère auprès de plusieurs musées. Et les conservateurs en profitent vraiment pour continuer un lot de boulot qu'ils n'arrivaient pas à faire pendant leur période normale. Et à part ça, il n'y a pas eu vraiment de dégâts dans les musées, il n'y a pas eu de problème de sécurité. Et petit à petit, ici, nous avons une association des muséologues en collaboration avec le ministère de la Culture. Nous avons préparé des petits guides pour les musées, pour toutes sortes de musées, aussi les musées d'État que les musées privés, pour qu'ils prennent les précautions. Et on attend le 1er septembre pour une bonne ouverture, mais on ne sait pas encore parce que les chiffres augmentent et puis peut-être il est très possible qu'on retarde l'ouverture des musées. Et merci. Bursac, notre cœur abattu pour la Turquie, pour Istanbul, il y a quelques semaines. Stéphanie, je vois que tu es prête à parler. Peut-être Lionel qui a mis sa caméra et ce seront les derniers intervenants avant que je dise un tout petit mot de conclusion. Stéphanie. Alors, pour la situation en Allemagne, je ne suis pas directement concernée, moi, par les questions de conservation préventive, puisque j'ai plus à voir avec la recherche sur les publics. Mais je sais que c'est un thème qui est très important pour l'ICOM Allemagne. On a beaucoup travaillé sur ce sujet-là il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. J'imagine que ça a eu certainement des effets sur la façon dont les musées ont réagi maintenant pendant la période
que je n'ose pas vraiment qualifier de confinement, puisqu'en Allemagne, le terme confinement est un peu plus fort que ce qui a été la réalité. On a été évidemment touché par la pandémie, mais beaucoup moins qu'en France, et les mesures ont été beaucoup moins sévères qu'en France, donc il n'y a pas eu de confinement aussi strict qu'en France. Ce qui ne veut pas dire que les musées sont restés ouverts, bien sûr, ils ont fermé comme partout ailleurs, mais ça veut dire aussi que les personnels des musées ont eu plus souvent, ou probablement plus souvent ou plus facilement, la possibilité de se rendre sur leur lieu de travail. On a évidemment beaucoup développé le télétravail, mais ce n'était pas aussi important et aussi strict et aussi comment dire, obligatoire que ça l'a été en France. Dans quelle mesure ça a pu influencer la veille pour les collections dans les musées, je ne sais pas, ça, je n'ai pas des informations précises, mais je pense qu'effectivement, ce contexte, un petit peu moins strict qu'en France, a certainement eu des effets sur la façon de veiller les collections et de surveiller l'intérieur des musées. Voilà, c'était ma contribution. Merci Stéphanie, on en parlera encore une fois le 25 septembre, puisqu'on aura votre collègue allemande qui sera là. Müller-Pia, merci d'avoir accepté de participer. Lionel, un mot ou vous... Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, nous, au Musée des Arts et Métiers, on a cette particularité d'être adossé à un établissement d'enseignement supérieur qui, pendant toute la période de confinement, était en grande partie inaccessible au personnel, y compris à l'ensemble du personnel du musée. Ça veut dire que nous, on a de la chance d'avoir des restaurateurs en interne, mais qui ne pouvaient pas accéder aux locaux. Et l'équipe scientifique non plus ne pouvait pas venir. Alors, dans notre malheur, on a eu la chance d'avoir notre secrétaire général qui est logé sur site et qu'on a donc formé pour faire des rondes dans le musée avec les agents de sécurité d'une société sous-traitante qui aussi venaient sur site pour surveiller un certain nombre d'éléments qu'on avait repérés au préalable. On a établi toute une procédure, en fait, une chaîne d'appel pour que l'information circule si quelque chose d'anormal était repéré. Et puis, on avait la chance de pouvoir contrôler le climat à distance. Donc, finalement, quand le confinement s'est levé et qu'on a pu revenir in situ début juin, l'équipe interne a pu reprendre le travail de surveillance et d'entretien des collections. On n'a visiblement pas eu de mauvaises surprises. Néanmoins, le travail qu'on a pu faire préalablement au confinement sur des plans de sauvegarde des œuvres nous a servi à mettre en place cette procédure de veille et je dirais, de chaîne de circulation de l'information. Et je pense qu'on va se préparer à l'avenir pour ne pas faire ça dans l'urgence, mais l'anticiper un peu plus davantage et inclure finalement dans le plan de sauvegarde des biens culturels cette dimension-là que, en cas d'inaccessibilité des locaux, on a un certain nombre de procédures à mettre en place. Voilà, de notre côté, ce premier retour d'expérience. Merci Lionel, on va arrêter maintenant, il est temps. Merci infiniment à nos orateurs, à tous ceux qui ont pris la parole et à tous ceux qui sont restés avec nous. On est presque 80, je pense que ça indique le besoin que nous avons tous d'échanger sur les pratiques professionnelles pendant cette période si étonnante. Il faut qu'on garde la mémoire fraîche pour savoir capitaliser et vraiment transformer en outils pour l'avenir les expériences que chacun a vécues, savoir justement mutualiser ces expériences, les formuler, les formaliser, savoir aussi avoir des préconisations à l'égard de nos musées. Je pense que ICOM à l'international, il est aussi très attentif, donc on va avoir des retours d'expérience de l'ensemble des pays qui ont connu la même problématique que nous, c'est-à-dire l'ensemble du monde, je crois qu'on peut le dire. Merci de votre présence. Nos Zooms bimensuels continuent, le prochain dans 15 jours, le 26 août à 14h, 15h30 comme aujourd'hui, et il aura pour thème la vague du numérique est-elle durable, 3 mois après l'emballement sur Internet, où en est l'offre numérique des musées, le numérique gratuit peut-il rester la norme, etc. Et pour ça, on aura un certain nombre de témoignages intéressants. Et puis le 9 septembre, nous parlerons d'un sujet capital qui est la question des métiers précaires. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, la situation
l'association des conservateurs-restaurateurs qui sont parfois dans les musées, Lionel vient de le dire, mais souvent des prestataires, a été une situation bien particulière. La fragilité du métier nous est apparue à tous et on en parlera plus concrètement, peut-être avec des éléments tangibles, peut-être des propositions à ce moment-là. Et puis enfin, le 23 septembre, on avait prévu de clôturer le cycle, mais en fait, le Covid ne sera peut-être pas si loin que ça justifie qu'on clôture le cycle. Donc, on aura peut-être une prolongation du cycle, mais on parlera de résilience juste avant notre réunion à Strasbourg. Encore une fois, merci à tous. Comme je l'ai dit en début, je le redis maintenant, ces discussions sont enregistrées. Certains, si vous ne voulez pas figurer, il faut que vous nous le disiez expressément. On va le mettre sur le site internet de l'ICOM et sur les réseaux très rapidement, le débat que nous venons d'avoir. Et nous savons que ce débat est très suivi après sa tenue et que nos collègues sont friands d'entendre tous vos témoignages et tout ce que vous avez dit. Donc merci encore une fois d'avoir été là et à bientôt à tous. Bon courage, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. On clôture maintenant cette réunion. Au revoir, chers collègues.